Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver et meilleurs vœux à vous. C'est une première émission que j'organise, que je suis en train de réaliser pour 2021. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et on va renouer avec nos habitudes, on va parler actualité, on va parler union sacrée, on va parler motion de défiance ou motion de censure contre le Premier ministre. On parlera de la Mouka, on parlera de tout ce qui a trait à l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Mamba. Bonsoir et bienvenue, ou bonjour, ça dépend. Bonjour madame. Alors, meilleurs vœux. Merci déjà. Pareillement. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pendant qu'il y avait cette affaire sur Kabound. Depuis, Kabound n'est plus là, mais c'est... Il n'y a plus que Kabound qui n'est plus là, mais c'est tout le membre du bureau de l'Assemblée nationale, du bureau Mabunda qui ne sont plus là. Donc le bureau Mabunda se conjugue désormais au passé. Votre réaction déjà par rapport à tout ça? Écoutez, je pense que nous avons tous tiré les leçons de la responsabilité politique. Les députés ont agi en âme et conscience. Aujourd'hui, nous avons effectivement un bureau qui a été démis. À l'époque, c'était mon collègue Kabound. Je pense que nous avons tous appris de cette affaire et je pense que dans l'avenir, ceux qui seront placés au bureau, ceux qui auront des responsabilités, prendront en compte le fait qu'il y a toujours des possibilités de sanctions dès lors qu'il est constaté qu'il y a des failles dans l'exercice de leurs fonctions. Des sanctions à coût d'argent, parce qu'on a trop parlé de la corruption. Et c'est ça qui est quand même assez malheureux pour beaucoup. C'est tout à fait dommage. Hein. Je ne peux pas aujourd'hui confirmer parce que moi, personnellement, en ce qui concerne le bureau Mabunda, j'ai voté sans avoir reçu quoi que ce soit. Vous avez voté pour ou contre? Oui, bien sûr que j'ai voté pour parce que lorsqu'il y avait des violations, surtout en ce qui concerne la déchéance. La déchéance. Il y a eu des violations graves en ce qui concerne la désignation des membres de la CENI. Il y a eu des violations graves dans l'affaire des lois Sakata et ainsi de suite. Moi-même qui ai déposé plusieurs propositions de loi, elles ne sont jamais passées. J'ai déposé des questions orales avec débat. J'ai déposé des questions d'actualité, elles ne sont jamais passées. On a privilégié qu'une seule partie de l'Assemblée parce qu'il y avait des agendas qui étaient bien organisés quant à ceux. Donc j'ai estimé à ce moment-là, en toute responsabilité, que ce bureau-là n'était pas digne de nous représenter. Je reste dans la même logique, c'est que ce pays a tout ce qu'il faut, sauf que il faut un peu plus de responsabilité dans le chef de ceux qui exercent des fonctions publiques. C'est ce qui manque cruellement à ce pays. Et aussi longtemps que ce fait sera constaté, je serai de ceux qui vont travailler, œuvrer pour responsabiliser la classe politique. Beaucoup de ceux qui vont nous suivre seront étonnés de vous voir parler ainsi du bureau Mabunda parce que certains disaient qu'effectivement vous étiez à la solde de ce bureau, notamment en rapport avec ce qui s'est passé avec Kabound. Je comprends. Non, c'était une solidarité parlementaire. Vous savez, les députés à un certain moment arrivent à se dire, à se mettre d'accord sur un fait. Je pense que la manière dont j'ai été arrêté n'a plu à personne. Les députés de toute tendance se sont liés et se sont manifestés. Ça n'avait rien à voir d'un soutien particulier du bureau Mabunda, mais c'était une question parlementaire qui peut arriver à n'importe qui. Donc imaginez-vous que n'importe quel magistrat à tout moment peut, sans l'avis et sans information du bureau, arrêter un député de la manière la plus cavalière. Je pense que c'est cette question-là qui a fâché les députés et il ne faut pas la lier à un quelconque appui ou un quelconque soutien du bureau Mabunda. Aujourd'hui, en toute responsabilité, lorsque vous suivez mes différentes activités, mon différent parcours, vous constaterez qu'il m'arrive de prendre même des positions contre mon parti parce que je suis comme ça. Parce que moi, dans ma logique, lorsque je pense que quelque chose est bon, je le fais. On en parlera parce que certains disent que vous voulez pousser le bouchon assez loin, surtout par rapport à votre parti. Mais restons à l'Assemblée Mabunda. Le bureau Mabunda part, le bureau d'âge vient sur fond d'une controverse encore. Comment vous avez géré d'abord le bureau d'âge, ensuite qui s'accapare un peu de tous les pouvoirs qui revient selon certains, à un bureau définitif. Comment ça se passe? Il y a cet imbroglio. Je vois que c'est une matière à polémique parce qu'effectivement, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Je ne suis pas juriste, il faut que cet arrêt soit interprété et compris. Je comprends que le bureau d'âge est autorisé à conduire la session extraordinaire pour l'établissement ou, si vous voulez, l'organisation des élections d'un nouveau bureau. Je constate qu'il est autorisé de faire du contrôle parlementaire et je vois aussi qu'une frange de nos collègues, notamment ceux du PPRD, estime que le bureau d'âge n'a pas vocation à organiser la déchéance du gouvernement actuel. Donc c'est un débat. Je ne me prononce pas parce que j'appartiens à un camp ou à un autre, mais simplement parce que je n'ai pas la matière suffisante pour, si vous voulez, interpréter l'arrêt et voir dans quelle mesure... Mais vous avez le règlement d'ordre intérieur. Votre règlement intérieur, c'est vrai qu'il y a la Cour constitutionnelle qui a donné son arrêt, mais selon le règlement d'ordre intérieur, il y a quand même des choses à redire sur la façon de faire. Effectivement, et je pense qu'il faudrait que la Cour soit un peu plus
profondes, qu'elles soient un peu plus détaillantes sur la manière de faire modifier le règlement d'ordre intérieur, parce que vous savez, le règlement d'ordre intérieur a été jugé conforme à la Constitution. Et la seule institution qui a habilité à interpréter cette Constitution ou à la modifier dans le sens de l'interprétation, à la faire mieux comprendre, c'est la Cour constitutionnelle. Donc si la Cour constitutionnelle rend un arrêt qui, si vous voulez, se heurte à certaines dispositions du règlement intérieur, il appartient à cette Cour ou à ceux qui veulent de demander à cette Cour d'interpréter pour effectivement voir si nous en allons dans le sens de modifier le règlement d'ordre intérieur ou si c'est l'arrêt de la Cour qui doit être mieux interprété pour exécuter les choses comme elles se font. En tout cas, vous n'avez pas peur que ça crée des jurisprudences comme ça? Non, c'est très dangereux. Je pense que ce pays doit, on doit épiloguer sur une stabilité juridique. Et c'est vrai que nous sommes loin de là parce que, vous savez, en ce moment-ci, à chaque fois qu'il y a une difficulté, tout le monde va vers la Cour. Et les arrêts de la Cour, quoi qu'inattaquables, ne mettent pas tout le monde d'accord. Donc je crois qu'il y a un exercice pédagogique qu'il faut. Il faut que la Cour se déploie dans ses arrêts de la manière la plus claire possible pour éviter les équivoques et les discussions d'interprétation. La Cour est à la solde des politiques, de l'actuel pouvoir? Je ne vais pas, non, une certaine opinion peut le penser. Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je pense que nous devons tous imaginer un monde où la justice est indépendante et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Mais dire qu'elle est à la solde de... C'est une chose honorable. Oui, mais il faut idéaliser, il faut idéaliser parce que même aux États-Unis, à un moment donné, vous avez remarqué que c'est Trump qui devait désigner. Je veux dire qu'il y a quand même des interconnexions entre la politique et la juridiction, ou si vous voulez, et le juridique, et les cours et tribunaux, parce que les cours et tribunaux émanent du monde politique, donc l'interconnexion existe, mais nous devons tous travailler ensemble et y croire, idéaliser de telle sorte que ces influences soient de moins en moins prononcées. On insère le contrôle parlementaire pour faire tomber l'actuel Premier ministre, parce qu'il aurait refusé de démissionner de lui-même. Vous avez signé la motion Non, ce n'est pas parce qu'il aurait refusé de démissionner, mais il y a un contrat de performance qui n'a pas été rempli. Vous savez, aujourd'hui, après 2 ans, nous pouvons faire le bilan de ce gouvernement. Vous êtes ici à Lukunga. Je pense qu'avec vous, nous avions tourné une mission dans les érosions. Pouvez-vous vous imaginer un seul instant que nous fassions des documentaires, nous fassions intervenir des gens qui vivent dans des situations difficiles, où il y a des cas de mort, des cas d'orphelins, des érosions, que vous allez devant un gouvernement et que le ministre vous dise tout bonnement que nous n'avons pas d'argent pour résoudre le problème. Mais il n'y a pas d'argent, on ne mobilise pas assez, c'est pas faux. Oui, mais qui doit la RDC ne rassure pas. Qui doit mobiliser? C'est ce gouvernement. Ce ne sont pas les députés qui vont mobiliser. Donc le gouvernement a manqué son rendez-vous de performance, a manqué de rencontrer les désidérata de la population. Et c'est un gouvernement aujourd'hui qui a amené le pays à un niveau beaucoup plus bas qu'en 97. Vous savez, aujourd'hui, vous avez 11 mois d'impayés des assemblées provinciales. Je peux vous dire, nous sommes en cessation de paiement pour bien de choses. Donc ce gouvernement n'est pas en mesure aujourd'hui, et il est démontrable qu'il n'est pas en mesure de rencontrer les désidérata de la population. Au-dessus de ce gouvernement, quand même, parce que selon certains, l'exécutif est assez bicéphale. Il n'y a pas que le Premier ministre, mais il y a le président aussi qui a sa part de responsabilité. Demanderiez-vous la même chose? Raison pour laquelle je vois que le président de la République a voulu créer l'Union sacrée. Il veut absolument un nouveau gouvernement parce qu'il estime que l'équipe en place ne rencontre pas son programme, ne rencontre pas son projet. Il reste le seul comptable. D'ici 2023, s'il y a des élections de son programme, il reste le seul redevable. Et je crois qu'avec lui et tous ensemble, nous constatons que les choses n'ont pas fonctionné. Donc il a pris ses responsabilités. Mais je pense, peut-être pas comme lui, mais je pense effectivement, indépendamment de ce que lui pense, que ce gouvernement ne mérite pas de continuer l'action publique. Vous signez une motion de censure contre Ilunga Ilunkamba alors que le MLC est contre. Oui, effectivement. Vous cherchez, vous savez, nous avons... Non, je ne cherche pas de noisette. Je pense que s'il y a une chose pour laquelle je peux mourir, c'est mon indépendance d'esprit. J'ai 15 ans au MLC, je suis très loyal, je n'ai jamais combattu mon parti, j'ai toujours soutenu mon parti et notre président national. Vous naviguez toujours à contre-courant. Non, je navigue, non, j'ai un problème, j'ai un problème avec la responsabilité. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, ne pas faire tomber ce gouvernement, c'est le soutenir indirectement. Et quoique les aléas politiques font que certaines personnes, dans une certaine mesure, ne sont pas satisfaits de la constitution de l'Union sacrée, je ne suis pas dans le débat de l'Union sacrée, je suis dans le débat de est-ce que ce gouvernement, après 2 ans, mérite de continuer dans l'action publique? Moi, je dis non.
Est-ce que la population le pense? Sacré, hein? Oui, est-ce que la population le pense? Est-ce que la population souffre assez pour continuer à accepter que ce gouvernement agisse en son nom? Je dis bien que non. Donc vous voyez que la misère bat son plein. Et en tant que citoyen, en tant que personnalité publique, en tant que député, j'ai la responsabilité de faire en sorte que les intérêts de la population que je représente au Parlement soient défendus. Pourquoi qu'est-ce que vous reprochez au MLC quand le président de votre parti dit ne signez pas, vous signez, vous pensez qu'il est complice? Je respecte son avis et j'aimerais qu'il respecte le mien. J'aimerais que chaque député respecte les avis des uns et des autres. Nous sommes une famille politique dans n'importe quel pays au monde, dans n'importe quel parti au monde. Tous les membres du parti ne sont pas d'accord, raison pour laquelle il y a des courants. Je pense que le président... Quand les désaccords deviennent fréquents, on tire les conséquences quand même. Non, je n'ai aucune... Alors qu'on n'est pas d'accord sur tout. Non, mais c'est ça, on est en désaccord sur tout. Mais c'est ça, au fait, la force de la démocratie. C'est ça, la force d'un parti comme le MLC. Parce que, vous l'avez souligné, je n'ai jamais été d'accord sur tout, mais je suis dans le parti. Je suis un simple membre qui, à un moment donné, peut dire, Monsieur le Président, bon, écoutez, vous avez votre point de vue, mais mon point de vue, c'est celui-là. Donc, je pense qu'il faut que dans nos partis politiques, nous apprenions à considérer que c'est une action collective et que dans cette action collective, les divergences ne doivent pas conduire à l'exclusion ou ne doivent pas conduire à la radiation. Non, je peux avoir un point de vue contraire. J'en ai eu avec Mme Eve Bazaïba que je salue en passant. Elle a connu un cas très difficile. Je suis allé la voir, en tout cas que Dieu la protège et la garde. J'ai eu des désaccords avec elle, comme elle aussi a eu des désaccords avec d'autres personnes. Mais la force de la famille, c'est de pouvoir vivre ensemble, même si nous ne pensons pas de la même manière. On se demande, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le président de votre parti, Jean-Pierre Bemba, lorgne un peu sur la primature également. Ce sera avantageux pour vous d'avoir votre président de parti à la tête d'une telle institution que de le combattre et dire, ben voilà, il le fait ça peut-être pour vous. Je ne le combats pas. Je pense que M. Bemba, s'il y a 5 personnes qui sont primo-ministrables, il en fait partie dans ce pays. Je crois qu'il a la carrure, il a l'expérience, il a quand même géré ce pays dans une certaine mesure, en tout cas par rapport à certaines responsabilités en tant que vice-président de la manière la plus satisfaisante. Je serais tout à fait heureux et satisfait de le voir devenir Premier ministre. Ça serait un honneur pour notre parti et un honneur pour le pays. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le jeu politique, c'est-à-dire l'inadéquation qui peut exister entre nos prétentions et nos performances électorales. Aujourd'hui, le MLC, c'est 17 députés, ça veut dire 3,14% de l'Assemblée nationale. Et lorsque nous prenons de manière relative juste l'Union sacrée sur 300, nous montons à 6 ou 7%. Donc, c'est un combat qui est difficile. Je crois que nous le soutenons dans ce combat-là. Mais pour que ce combat existe, il faut que le gouvernement tombe. Donc, ça n'a rien à voir si moi, aujourd'hui... À lui seul, c'est plus de 30%. Certains disent ça, c'est un poids lourd. Donc le 6% de ces députés ajoutés au poids de Bemba peut faire en sorte que c'est l'un des hommes les plus populaires de ce pays, l'un des plus compétents de ce pays. Mais vous me parlez de 2006. Aujourd'hui, il n'a plus participé à une élection présidentielle. Nous sommes en train de nous référer au jeu électoral. Vous remettez même en cause. Non, je dis, je sais. C'est comme si vous vouliez vraiment en finir avec votre parti. En 2006, je dis que c'est l'un des hommes les plus populaires du Congo. Le jeu pour créer un nouveau gouvernement, c'est un jeu parlementaire, c'est-à-dire une majorité constituée des députés. Sur l'échiquier parlementaire, je vous le dis, nous avons 17 députés. Okay, nous, MLC, ça veut dire à peu près 3,14% sur les 500. Donc, lorsque nous sommes dans un jeu parlementaire, il faut se plier au jeu. Il faut faire des alliances et ainsi de suite. Et je vous dis que les discussions... Il est trop prétentieux, votre président? Je ne le pense pas. Il est trop prétentieux avec 17 députés. Il veut la primature, donc il est un peu... Il est gourmand, il est trop glouton. Je vous laisse la paternité des mots. Je pense simplement qu'il a une vision pour ce pays. Et je pense qu'il se sent capable, et il est capable de diriger ce pays dans un gouvernement comme à la présidence de la République. Mais je dis que nous sommes face à des réalités parlementaires pour lesquelles nous devons nous investir pour que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, nous ne devons pas bloquer le pays parce que M. Bemba, notre président national, n'est pas Premier ministre. Ce n'est pas ça le jeu. Vous savez, ça fait à peu près 50 ans qu'il y a des palabres politiques dans notre pays. Je crois que la situation est à ce point gravissime que nous devons privilégier l'essentiel. Et je ne pense pas que M. Bemba bloquerait l'action gouvernementale ou l'action publique ou l'action politique pour la bonne et simple raison qu'il ne devient pas Premier ministre. Je ne le vois pas faire de pareilles choses. Mais je conviens, convenons ensemble. Vous n'avez pas signé la motion de censure contre Ilunga Ilunga. Je n'ai participé à aucun bureau politique qui est sanctionné par ce type de décision. Donc je ne pense pas que vous dites des choses qui sont posables à moi. Ça se donne, hein, des injonctions, c'est pas, il n'y aura pas un communiqué. On sait comment ça se passe souvent avec les politiques. Non, nous avons des statuts et ces statuts sont très clairs par rapport à ce genre de questions. Et je ne me rappelle pas d'avoir eu un bureau politique dans lequel M. Bemba, le président national, aurait demandé aux gens
hein, où nous aurions conclu et sanctionné dans un bureau politique, nous n'allons pas signer quoi que ce soit. Je le signe en toute responsabilité, moi, parce que je pense que ce gouvernement ne mérite pas et je ne peux pas le soutenir indirectement en refusant de signer. Alors, il y a d'un côté, vous, le MLC, vous n'êtes pas porte-parole d'Ensemble, mais il y a de l'autre côté, Ensemble de Moïse Katumbi, 70 députés, ils méritent quand même la primature ou la tête de l'Assemblée nationale. Mais vous savez, ce sont des discussions qui sont ouvertes, hein. Moi, je suis en train de vous parler de deux choses. Il y a d'abord le profil, c'est-à-dire tout ce qui est capacité. Je vous dis que M. Bemba est en ligne de mire, c'est vraiment parmi les 5 premiers qui peuvent assumer avec brio cette fonction. Et puis il y a le jeu politique, c'est le jeu des discussions. Ça veut dire que ce soit dans n'importe quel pays au monde, il y a des coalitions qui se font pour dégager une majorité et choisir un Premier ministre. Est-ce que nous allons gagner ces négociations parce que ça se fera dans un dialogue? Ça, c'est une question. Est-ce qu'Ensemble va le faire? Ça se fera dans un dialogue, mais vous devez savoir que le Premier ministre sera, si vous voulez, la somme arithmétique des députés qui accepteront de se coaliser pour le désigner. On a d'un côté, je parle d'Ensemble parce qu'Ensemble, ces députés, les députés d'Ensemble se réunissent, ils sont en contact permanent avec leur président pour essayer de parler de toutes ces choses. Est-ce le cas avec vous? Vous parlez avec Jean-Pierre, il vous dit ce qu'ils ont parlé. Il a reçu dernièrement les députés. Malheureusement, je n'étais pas là, j'étais à l'étranger, mais il reçoit beaucoup de députés en ce moment-ci. Je crois qu'il interagit avec l'ensemble des députés qui sont concernés par la question. Et il vous a dit où est-ce qu'on en est avec les négociations, justement? Je venais de vous dire que je n'étais pas là, mais j'ai consulté quelques collègues qui ont reçu un feedback du président par rapport à la situation actuelle. Et je pense que lui aussi, à son niveau, il essaie d'obtenir un assentiment majoritaire pour pouvoir, si vous voulez, concrétiser son ambition de devenir Premier ministre. Mais comme je vous le dis, les discussions sont ouvertes. Je pense qu'elles seront longues. Je ne peux lui souhaiter que le meilleur. En tout cas, ce sera la fierté pour notre parti. Mais je reste en même temps réaliste et je me dis que ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est que tous les Congolais s'engagent, notamment les politiques, à redresser la situation qui est un peu plus catastrophique. La réelle politique, c'est de voir un ancien ou un transfuge du FCC à la tête de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une autre paire de manches. Je considère qu'on ne peut pas obtenir des résultats différents avec les mêmes personnes. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que ce pays a vécu... Au niveau du poids politique, hein, vous avez remis en cause le poids politique de votre parti, 17 députés, 70 députés ensemble, mais le gros vient de l'ANC. Je ne remets pas en cause, je vous dis ce que nous avons. Je dis nous avons 17. D'ailleurs, je vous rappelle que au sortir des élections, j'avais fustigé cette performance électorale que j'avais considérée comme médiocre. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Hein. Nous aurions aujourd'hui 30-34 députés. Nous serons le premier groupe de l'Union sacrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une logique arithmétique qui fait qu'aujourd'hui, certains du FCC viennent avec des députés pour constituer l'Union sacrée et que ces personnes aient des prétentions. Mais je suis en train de penser, et je le dis vraiment avec la main au cœur, qu'il est temps d'essayer autre chose. Qu'il est temps de voir d'autres acteurs. Vous dites, pragmatique, je vais être pragmatique. Je vous donne un exemple sans citer le nom d'un parti. Si le parti X vient du FCC, il ne faut pas forcément que ce soit le président de ce parti-là qui soit au gouvernement. Si le chef de l'État demande à ce qu'il soit donné 3 noms avec des profils bien précis en termes de background, mais tous ces partis qui viennent dans l'Union sacrée devront se plier et donner la liste des 3 noms avec des profils demandés. C'est du déjà vu. Hein, donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous donnions l'impression que nous sommes en train de faire un FCC bis ou qu'il y aura un FCC bis. Il faut que dans une certaine mesure... c'est pratiquement un FCC bis. Oui, mais rien ne nous oblige et rien n'oblige le président de la République à prendre les chefs de parti et en faire des ministres ou en faire des mandataires publics. Dans ces partis-là, il y a de la qualité. Dans ces partis, il y a des personnes qui peuvent bien remplir ces missions-là, suivant un code et une déontologie bien précise, une ligne dictée par le chef de l'exécutif qui est le président de la République. Et nous devons penser que c'est possible. On parle déjà de l'Union sacrée. Tous ceux qui viennent au sein de cette structure disent que chacun a un peu sa définition, sa compréhension. Certains disent qu'il s'agit, l'Union sacrée, c'est un état d'esprit. D'autres disent que c'est FCC, la coalition FCC Cash élargie. Quelle est votre perception de l'Union sacrée? Je ne suis pas dans les nomenclatures. J'estime humblement que la situation du pays exige effectivement que nous nous engagions, nous, classe politique, à redresser la situation. Le chef de l'État
a parlé de l'Union sacrée en expliquant sa vision sur la sécurité, sur l'économie, en fait sur le redressement du pays en général. Je souscris à sa préoccupation. Maintenant, ça peut être union sacrée ou je ne sais quoi. Mais dans cette logique-là, je suis depuis 15 ans, vous voyez. Donc je suis opposant. C'est depuis 15 ans que je dis les mêmes choses sur la sécurité, sur l'économie, sur l'emploi des jeunes, ainsi de suite. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement que le chef de l'État a donné un contenu. Et ce contenu-là n'est pas très différent de ce que je pense depuis très longtemps. Vous pensez comme certains qu'il ne doit plus exister, l'opposition ne doit plus exister au nom de l'union sacrée, justement? Non, l'opposition doit exister. La si, liberté d'expression... Si l'opposition existe, pourquoi parler de l'union sacrée? Non, l'union sacrée autour de la vision du chef de l'État, mais cette vision peut ne pas être parfaite. Vous savez, dans un pays, lorsque l'opposition est muette ou qu'elle n'existe plus, il y a la dérive. Donc à un certain moment, même si vous constituez une union sacrée ou un gouvernement d'union sacrée et qu'il y a des cas de détournement, il faut qu'il y ait une opposition qui tire la sonnette d'alarme. S'il y a des cas de manque de performance, il faut qu'il y ait une opposition. Alors il faudrait trouver un autre mot. Hein, quand on parle de l'union, c'est-à-dire on suppose qu'il n'y a pas la division. Non, il y avait l'union sacrée à l'époque de Tshisekedi. Bah oui, justement, donc on ne peut pas répéter. Quand on dit union, c'est qu'on suppose qu'il n'y aura pas de division, que tout le monde se met ensemble. Non, ceux qui feront partie du gouvernement de l'union sacrée seront la majorité. Mais il y a quand même une grande frange du PPRD et d'autres partis qui seront dans l'opposition. C'était le cas aussi à l'époque. Donc je suis en train de dire que l'union sacrée ici, s'il y a un gouvernement qui est sur l'union sacrée, ça sera un gouvernement majoritaire qui dirigera le pays. Et à côté, ceux qui n'en feront pas partie feront l'opposition. Une majorité qui n'est pas issue des urnes, une majorité qui était une autre au début de la législature et qui, au cours de la législature, change de camp. C'est quand même un peu compliqué avec la non, politique. Vous savez, non, il y a quelque chose qui est très, très important. Je n'ai pas vu, lorsque je battais campagne, un endroit où on a mis le nom FCC sur les listes électorales. C'était une stratégie électorale où vous avez une mosaïque de partis qui se sont mis ensemble pour conquérir le pouvoir et qui ont signé une charte. Mais cette charte n'a pas fait de cette plateforme électorale une plateforme politique qui s'est inscrite en tant que telle. Mais ils ont confirmé cela au niveau du Parlement. Oui, mais non, ce que je dis, c'est qu'ils ont fait une déclaration d'appartenir à telle ou telle famille politique au début de la législature. Mais vous savez, le mandat n'est pas impératif, un mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme je viens de vous le dire, si il y a une nouvelle coalition qui se fait, parce qu'il y a un gouvernement qui tombe, les familles politiques peuvent se reconstituer, c'est partout au monde. Cette déclaration qu'on fait en début de législature ne vous condamne pas jusqu'à la fin, parce que cette déclaration qui n'est pas issue d'une liste électorale précise, dans le sens où le FCC n'était pas une liste électorale, c'était un accord politique. Si cet accord politique se défait, chaque plateforme ou regroupement inscrit au Parlement peut s'inscrire dans un autre accord politique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le FCC est un accord politique. Par contre, un regroupement qui bataille pour les élections en tant que tel reste un regroupement inscrit au Parlement. Ce regroupement peut faire un accord politique en déant les 5 ans de la législature. Encore faudrait-il tenir compte que nous ne sommes pas un régime parlementaire, mais semi-présidentiel quand même. Oui, il y a le président. Alors moi, je voulais revenir par rapport au président de la République. Il dit il va l'union sacrée pour que ça obéisse à sa vision. Pour quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, ou dont le parti n'a pas gagné les élections au niveau du Parlement, à la législature, je crois que c'est une ambition démesurée. Il est le président de la République, cela veut dire qu'il a eu le suffrage universel majoritaire et il a fait des promesses électorales avant d'être élu. Il veut rencontrer ses promesses électorales. Est-ce que ces promesses vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie? Oui. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a la légitimité pour chercher à ce que ces promesses soient réalisables et se réalisent? Oui. Est-ce qu'il a la responsabilité de les réaliser? Oui. Voilà, donc je crois que tout est dit à ce comme moment-là. Les députés, chacun a pris ses engagements, chacun a été voté également par rapport à des attentes de sa base également. Est-ce que vous ne trouvez pas que le président de la République veut devenir tout puissant là où il n'a pas réussi à avoir la puissance dont il aurait voulu avoir? Dans l'histoire de ce pays, il n'y a personne qui a déjà reçu ce genre de puissance. Il n'y a aucun président Kabila, de la République. oui, il a été président et il a obtenu les 2 chambres. Dans des conditions qui sont les plus obscures. Dans les conditions, il s'est fait élire à Malémancoul avec 108% où il y a des revenants qui peu importe, mais en tout cas, il a eu à gérer la présidence lorsque des revenants vous élisent, lorsque des morts vous élisent, c'est tout à fait normal que vous contrôlez tout le pays. Nous savons tous dans quelles conditions Ngoï Mulunda ainsi que M. Nanga a organisé les élections. Nous savons tous ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je crois que même à l'époque de Lumumba où les choses étaient un peu plus sérieuses, il était difficile d'obtenir une majorité absolue par une seule famille politique. Vous le savez bien, cela est le cas aussi dans des pays comme la Belgique et la France, c'est des fois compliqué.
Donc on ne va pas épiloguer sur ergoter autour de ces élections-là, mais je vous dis simplement que moi je ne suis pas de la famille du chef de l'État, moi je suis MLC. Mais cela ne veut pas dire que lorsque le chef de l'État veut qu'il y ait du courant ou qu'il y ait de l'électricité ou que les agents sont moins payés, je vais m'opposer à cela. Je vais m'opposer à quoi? Je vais m'opposer au manque de performance ou lorsque la vision du chef de l'État ne correspond pas à ma vision ou à la vision de mon parti du développement. Et ce que je dis jusque-là, l'Union sacrée n'a pas encore, si vous voulez, dans les détails, parler de la vision du chef de l'État. Nous n'avons pas encore de gouvernement, mais je peux vous assurer que l'opposition existera. Et même ceux qui ont signé contre le gouvernement actuel pourront faire partie de l'opposition demain, ce n'est pas exclu. On parle de cette opposition, mais c'était juste pour dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi au niveau du chef de l'État faire des concessions, d'autant plus qu'il n'a pas eu à avoir la majorité au niveau du Parlement. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il mette aussi de l'eau dans son vin, justement, pour que l'Union sacrée... mais je crois que c'est ce qui est fait. Lorsque vous voyez une grande partie des gens de la majorité qui viennent, le chef de l'État reçoit tous les jours. Et après, comme je vous le dis, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas de sa famille politique, je ne suis pas son conseiller. Donc je suis très mal à l'aise de parler de ce qu'il peut, doit ou pourrait faire. Mais je parle de ma responsabilité en tant que citoyen. Je peux parler aisément de mon parti et de la situation globale pour vous dire que la situation mérite à ce que le chef de l'État, mais pas seulement lui, mais l'ensemble de la classe politique prennent la mesure de la gravité de la situation et agissent dans le sens d'améliorer très très rapidement la situation sécuritaire et économique de ce pays. Dans tout ça, que devient la Mouka? En tout cas... on a Bemba, Katumbi, de l'autre côté, on a Fayulu, Mouzito, ben, je suis triste. Je suis triste parce que ce n'est pas ce que j'attendais de la Mouka. Je pense que je l'avais déjà dit au sortir des élections. Aujourd'hui, M. Fayulu, que je respecte par ailleurs, est resté sur sa ligne et je l'en félicite. Je pense qu'il faut qu'il y ait chaque fois des sons de cloche contraires. Je l'en félicite et il doit continuer sur sa ligne parce qu'il le pense. Il dit qu'il est le président élu, je le crois, parce qu'il le croit, parce que beaucoup de gens le croient. Mais la réalité est tout autre. C'est le président Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Maintenant, ce qui concerne la cohésion au sein de la Mouka, je n'ai pas des choses à dire parce que ça m'attriste. Je vois qu'il n'y a plus d'unité, ça va dans tous les sens. Mais comme je vous le dis, il faut une dose de responsabilisation beaucoup plus accrue dans le chef de nos dirigeants, de nos animateurs politiques, et je crois que nous devons tous y travailler. Est-ce qu'au niveau, le MLC, par exemple, pas ensemble, parce que vous ne parlez pas encore ensemble, le MLC doit s'assumer et dire publiquement qu'on n'est plus de la Mouka, parce que la Mouka, bon, on sait que c'était l'opposition. Certains, est-ce qu'ils doivent s'assumer et dire on n'est plus non, dedans? Je ne pense pas que les divergences qui existent entre M. Fayulu et M. Katumbi ou M. Bemba doivent conduire à l'éclatement de la Mouka. Je pense que comment ça sert à être à la fois à l'Union sacrée et dans la question est de savoir si la Mouka présentera un candidat en 2023 et si ce sera la même équipe qui sera reconduite ou ce sera dans le même format. On est encore ça, c'est une question qui est pertinente. Dans 2 ans. Ça, parce que la Mouka, on posera cette question dans 2 ans. Même présentement, il y a l'Union sacrée où on retrouve 2 leaders veulent adhérer ou qui sont déjà dedans. Il y a 2 autres qui sont à l'extérieur. On fait quoi? Ceux qui sont partis peuvent s'assumer et dire oui, c'est bon, au revoir. Je pense que c'est prématuré. Il y aura peut-être possibilité d'accorder les violons à un certain moment. On souffle le chaud et le froid. Les gens ne s'assument pas. Vous savez, moi, pour votre information, lorsque vous prenez la charte de la Mouka et vous voyez les structures animatrices de la Mouka, je n'y suis pas. Parce que j'avais trouvé dès le départ que ce serait très compliqué. Vous n'allez jamais voir le nom de Jean-Jacques Mama dans la Mouka et vous ne verrez jamais une de mes photos dans une réunion de la Mouka. Pour moi, malgré que mon parti y était, je n'ai jamais été dans la Mouka formellement et j'y ai jamais organisé ou exercé quelconque fonction. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je regarde comme vous, comme observateur, et je constate que ça n'a pas fonctionné. Je l'avais prédit et je l'avais pensé parce que je sais que M. Bemba, le président national, est caractériel. Je sais que M. Fayulu, il l'est autant. Et je savais qu'à la moindre étincelle, il y aurait, si vous voulez, des désaccords. Et je pense que la Mouka a été bon pour les élections en tant que plateforme électorale. Mais après, il fallait que chaque parti, et c'est ce que j'avais suggéré à mon président, puisse se reconstruire et se reconstituer, quitte à voir si après, dans l'avenir, il fallait se reconstituer pour faire une nouvelle équipe ou un nouvel accord électoral. Donc ça n'a pas été le cas, malheureusement. Comme observateur, je constate avec vous, avec toute l'honnêteté du monde, que ça n'a pas fonctionné. Je le pensais, je l'avais prédit, et c'est les raisons, c'est ce qui explique les réserves que j'avais quant à mon implication dans la Mouka après élection. Voilà.
Donc on attend voir ce que sera la Mouka. Yves qui voit est parti aussi. Il est devenu inspecteur. Mais voilà, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Il a le devoir. Oui, nommé par le chef de l'État. Oh, bah oui, il a passé un concours. Oui, Matungoul aussi est parti, nommé par le chef de l'État. Oui, donc on attend. C'est que ce sera, mais certains disent, bon, si on est politique. Moussa aussi était parti. Il y a pas mal de personnes qui sont non, mais parties. vous ne fustigez que M. Jean-Pierre Bemba et M. Moussa. En fait, c'était le 4. Eux, on a déjà eu à parler d'eux dans bien d'autres occasions. De nouveau, et eux, ils sont partis. Ils ont dit qu'ils ne sont plus dedans. Sauf qu'on se retrouve avec des cas de personnes qui veulent partir, mais ne disent pas qu'ils sont partis. Mais justement, on n'arrive pas à situer. Mais parce que ce n'est pas une priorité. Est-ce que nous sommes partis? Je ne pense pas. Il y a une divergence sur la manière de faire les choses, mais sur l'essentiel de la Mouka, c'est-à-dire la charte, ce qui a été convenu et constaté, je pense qu'ils sont tous d'accord. Maintenant, c'est sur l'agir, la manière de faire, qu'il y a des divergences. Est-ce que ça doit nous pousser à quitter la Mouka? Je ne pense pas. On va très bientôt terminer parce que là, je crois que le temps file. On revient sur l'Assemblée nationale, on revient sur la gestion du bureau Mbosso. 12 millions, c'est ce que le bureau a demandé pour la session extraordinaire. Et trop, disent certains. Mais on n'arrive pas à savoir c'était quoi vous aviez eu à déposer une motion, à initier une pétition. Parce que Kabonde avait parlé de 7 millions, c'était pour la session extraordinaire. Le congrès. Qui fait un jour. Un jour, là c'est 12 millions, vous pensez qu'on est... Pour un mois, vous pensez qu'on on relativise déjà les chiffres. Donc les 7 millions c'était pour un jour, les 12 millions c'est pour un mois. Il faut que je ne me suis pas apaisanti sur les chiffres, mais je peux vous dire grosso modo qu'une session extraordinaire c'est un mois payé parce que c'est considéré, nous allons faire un mois de session, donc c'est payé en extra. Il y a d'autres frais que j'ai vus sur cette fiche-là, la CESOPA, c'est-à-dire le paiement des anciens députés. Il y a certains arriérés qui devaient être couverts. Il y avait besoin d'en faire autant pour un bureau définitif. 500 000 pour mais les gens sont payés. Non, 500 000 pour l'organisation des élections. Ça pose question, mais je ne commente pas parce que j'attends les réponses. Je crois qu'il a été questionné sur le bureau. L'autre fois, pour avoir des réponses, vous avez initié une pétition. Oui, mais maintenant les gens l'ont déjà fait. Je ne peux pas le refaire une deuxième fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont précédé, qui ont écrit au bureau. Nous attendons que le bureau réagisse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons plénière. Nous aurons probablement les détails de ces 12 millions. Donc, si quelqu'un l'a fait, je ne vais pas faire de la redondance en le faisant. À l'époque, personne ne l'avait fait. Moi, j'ai pris le courage de le faire. Mais je vous dis déjà qu'entre 7 et 12 millions, il y a une différence parce que là, il s'agit d'une seule journée. Et pour les 12 millions, il s'agit d'un mois. Le paiement des assistants, j'ai vu qu'il était inclus. Le paiement des députés était inclus. Le paiement des anciens députés était inclus. Maintenant, 500 000 pour organiser les élections, c'est vrai que ça me paraît assez excessif. Mais j'espère que le doyen d'âge aura les réponses adéquates et appropriées par rapport à ses collègues. Certains parlaient de 6 millions quand il s'agissait du bureau Mabunda. Là, c'est le double. Est-ce que vous aviez eu le temps, pendant les 2 ans, 2 ans je crois, du bureau Mabunda, vous avez eu le temps de connaître les chiffres des différentes sessions, sessions ordinaires, sessions extraordinaires, combien ça coûtait? Parce que là, c'est la guerre des chiffres. Sur les 7 millions parce que les chiffres qui étaient en ma connaissance, en ma possession, ne correspondaient pas aux allégations de mon collègue. C'était entre 3,5 et 4 millions à l'époque. Et donc, je m'étais insurgé par rapport à cette réalité. Maintenant, pour la session extraordinaire, je pense que ça a fait un tollé, parce que tout le monde estime, d'aucuns estiment que 12 millions c'est beaucoup. Mais comme je vous le dis, j'aime me prononcer sur des choses que je maîtrise. En tout cas, sur cette question-là, je peux vous avouer, avec toute la faiblesse du monde, que je ne sais pas de quoi il s'agit dans les détails. J'interviendrai certainement aujourd'hui. Depuis longtemps, vous n'avez pas fait un effort pour checker, non, savoir, j'ai lu tout ce qui a été. J'ai vu toutes les preuves. Vous êtes des privilégiés, donc vous avez accès quand même plus facilement à des sources. Ce que j'ai fait, j'ai reçu toute la documentation. Ce que j'attends, ce sont les réponses du président du bureau d'âge. J'ai reçu la documentation sur le changement de compte bancaire vers Afriland, sur les demandes qui ont été faites. Et j'ai même vu, pas plus tard que hier, que le chef de l'État a autorisé le ministre des Finances à décaisser les montants adéquats pour la session extraordinaire. Tout ça, j'ai suivi. Alors qu'on a demandé au Premier ministre qui apparemment aurait refusé. Bon, on peut conclure à cela. Bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a un imbroglio, il faut effectivement que les choses reviennent dans les rails. Donc, après avoir lu toutes ces documentations, il n'y a que les réponses du bureau d'âge qui peuvent m'éclairer. Et si ces réponses ne sont pas satisfaisantes, vous pouvez compter sur moi, je réagirai. Le FCC, ça appartient au passé. Le FCC El Kabila, parce que maintenant on parle toujours du FCC, mais dans l'Union sacrée. On ne sait plus, donc il y a les Lamouka opposition. Mon collègue Mende, que j'apprécie et qui est une personne que j'affectionne beaucoup, aurait dit sur certains médias que l'Union sacrée, c'est le FCC élargi à certains autres partis.
Non, je ne vais pas parler du FCC dans le sens de savoir si ça existe ou ça n'existe pas. Je constate les faits. Je constate qu'il y avait une coalition FCC-Cash, que cette coalition a été mise en branle et que le chef de l'État a décidé de l'arrêter. Et je constate que le chef de l'État a ouvert encore plus grand, ça veut dire l'Union sacrée, dans laquelle il accepte le FCC, mais il accepte aussi d'autres sensibilités politiques. Donc ça fait plus grand que FCC-Cash parce qu'il y aura le FCC, il y aura le Cash et d'autres familles politiques. C'est peut-être ça que M. Mende, mon collègue, l'honorable Mende, voulait dire. Mais c'est l'avenir qui nous dira si c'est la fin du FCC ou pas. Jusque-là, M. Kabila ne s'est pas encore prononcé. Et puis, vous savez, jusque-là, nous sommes dans la phase des intentions. Il n'y a pas encore eu vote. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc, je pense qu'après que tout ce chapitre, pas triomphalisme, voilà, on verra à la fin ce que ça va vraiment donner sur le plan arithmétique parlementaire pour savoir effectivement ce qu'est l'Union sacrée, ce qu'elle n'est pas, ce qu'est l'opposition, ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer de 2 ans récents? Donc je ne compte pas l'année 2023 parce qu'on suppose que c'est une année électorale. Qu'est-ce qu'on peut espérer de 2 ans? Les 2 années restantes de mandat de C'est vrai que ce sera difficile. C'est pour cela que je milite et j'implore à ce que le gouvernement d'abord soit très restreint, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui ne soit pas budgétivore, de taille restreinte. Le G13 propose 35. Oui, d'ailleurs c'est une de mes propositions. Ah, vous êtes du G13, c'est une de mes propositions de le G13. Donc il faut un gouvernement d'austérité, mais il faut qu'on resserre aussi au niveau de la dépense publique. On doit vraiment insister sur la parcimonie dans la dépense, que ce soit des rémunérations, des primes, des frais de fonctionnement. On doit essayer de rationaliser et voir dans quelle mesure on peut faire le contrôle de la TVA. Vous savez, une des ressources qui nous échappe fortement et qui va dans les mains de tout, je veux dire, dans le monde commercial, tout ce qu'on a comme entreprise, comme commerce dans ce pays, c'est la TVA. Je crois que à quelques estimations près, la TVA peut nous rapporter en moyenne $1 milliard l'année, qui ne sont pas comptabilisés dans notre budget. Et si nous créons des outils, en partenariat avec certaines firmes internationales, nous créons des outils pour mieux contrôler notre TVA. C'est une source qui existe déjà, que nous pouvons capitaliser pour renforcer, si vous voulez, les caisses de l'État et financer les projets tels que la gratuité de l'enseignement qui patouche aujourd'hui, renforcer nos troupes à l'Est en termes de rations et de motivation pour qu'elles combattent et qu'elles mettent fin, si vous voulez, à l'insécurité à l'Est, et assainir. Il y a beaucoup d'infrastructures. Vous avez Katende, le Kassai n'a jamais eu de courant, ça fait plus de 30 ans. Vous avez des routes de desserte agricole qu'il faut refaire, et tout ça, ça demande des moyens. Donc si nous commençons par capitaliser et rationaliser la dépense publique et capitaliser les ressources existantes dans un meilleur contrôle, pas à la manière de l'IGF où on voit c'est assez spectaculaire, où je vois M. Alingote qui s'exprime tous les jours. Il doit passer moins des heures devant les médias et passer plus des heures, si vous voulez, dans la conceptualisation des modèles et des outils qui peuvent faire en sorte qu'on puisse capter le petit centime. Je vous donne un bête exemple. Vous savez que nous n'avons pas de change, nous n'avons pas de pièces. Nous n'avons pas de petites coupures. Cela veut dire que quand nous allons dans les supermarchés et que nous payons, on ne rend pas de la monnaie, des fois on nous donne des bonbons. Prenez l'ensemble des transactions du pays qu'on peut récupérer parce que par manque de change, mais qui vont dans les poches des commerçants. C'est aussi de l'argent de l'État. Donc je pense qu'on devrait plus travailler dans ce sens-là pour essayer de remonter rapidement la situation dans les 2 ans, ou du moins le minimum ce serait de l'améliorer. J'avais posé une question, mais ça allait déboucher sur une autre, mais on va attendre 2023 pour savoir si on peut se poser la question sur un 2e mandat de Félix Tshisekedi. Selon vous, mais on reviendra sur ça plus tard. Juste une dernière question, vous êtes toujours poursuivi? Oui, j'ai eu une audience le 10 février, je suis disposé, je dois me rendre devant la justice, donner ma part de vérité, la Cour de cassation, donner ma part de vérité. Je suis tout à fait disposé et serein, et j'espère que le droit sera dit. Donc je ne me reproche de rien dans cette affaire, je le dis et je le redirai toujours, je n'ai jamais falsifié quoi que ce soit, et le collègue qui m'a accusé, je ne le connais pas, je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, c'est le jour qu'il s'est présenté à la Cour de cassation. Et donc voilà, je vais aller devant les juges dire ma vérité, et j'espère que le droit sera dit. Je vous remercie, Jean-Jacques Mamba. C'est moi qui vous remercie. On remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis, les internautes d'ici et d'ailleurs. Vous serez très nombreux à nous suivre. Écrivez-nous, vos suggestions seront toujours le bienvenu. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente suite de soirée. On se dit à très bientôt et surtout bonne année chez vous.